qui va évidemment sortir un peu du cadre que l'on a abordé depuis ce matin, puisqu'on va prendre à la fois un peu de hauteur de vue et puis un hauteur dans la réflexion sur la notion de luxe, évidemment. Je vais rapidement présenter les trois intervenants. Je vais François de se présenter, qui a eu la gentillesse de venir également apporter sa contribution. Tout d'abord, Badine Saint-Giron. Badine Saint-Giron, professeur de philosophie 17e, 18e à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste de la philosophie de l'art et d'esthétique, a été commissaire de plusieurs expositions de peinture, dont le paysage et la question du sublime comme une balance. Badine a centré ses recherches sur le sublime, ses véhicules, principes, opérations, et son ouvrage Fiat Lux, une philosophie du sublime, a reçu le prix international d'esthétique. Vous avez récemment reçu le prix du CNAM pour l'étude sur le paysage et l'ornement, qui est cet ouvrage qui a été publié chez Verdier. Et puis, récemment publié également Les monstres du sublime, Hugo et la montagne, Le sublime de l'Antiquité à nos jours, Les marches de la nuit, et puis donc, tout récemment, cette année, en tout début de 2008, L'acte esthétique. Et c'est notamment sur ces notions, parce que le paysage et l'ornement, ici, vous allez en parler, qu'on va vous interroger. Simon Niac, professeur de marketing à l'ESSEC, directeur académique du pôle luxe. Simon, lui, concentre ses recherches sur le management des marques de luxe, comportement de consommation consommateur dans le domaine du luxe. Simon a publié plusieurs ouvrages et des dizaines d'articles sur les notions de marketing, luxe, comportement du client face à ces notions. Et je vais laisser la parole à Françoise. Merci beaucoup. Je l'ai mis à jour, là. Récemment mis à jour. Parcours service public, responsable du design au Centre Georges Pompidou de l'École nationale, directeur de l'École nationale supérieure de création industrielle et secteur privé, directeur de la création de Louis Vuitton, directeur de l'école de Camondo, chargé de mission au comité Colbert pour le projet Villa Colbert. François Joland a été jusqu'en 2005 coordinateur à l'ESSEC du pôle luxe, travaillé avec Simon notamment. Membre du conseil d'administration design Muséum de Londres de 1990 à 2005, du conseil scientifique du centre de recherche au Royal College Arts de Londres, docteur honoris causa en design de l'université de Southampton, publié en 2003 aux éditions Chambron La critique en design, contribution à une anthologie. Son dernier ouvrage, L'atelier A, rencontre de l'art et de l'objet, écrit avec Chloé Bronstein, est paru aux éditions Normand. Elle a contribué à l'ouvrage collectif Design Carrefour des Arts, paru chez Flammarion, et contribue régulièrement à des revues en France et à l'étranger. Merci à tous les trois d'être là pour cette deuxième table ronde. J'ai évidemment des questions à vous poser, des remarques à vous poser, mais en préambule, je vais laisser la parole à Badine Saint-Giron qui va nous parler plus spécifiquement d'acte esthétique, ce que l'on entend par l'acte esthétique, et puis également faire un rapport sur le paysage et l'ornement. Et puis ensuite, nous discuterons tous les trois, et puis avec vous, sur ces notions-là. Merci vivement, Xavier, et merci beaucoup aussi à Hervé Maté de me recevoir. Je suis professeur de philosophie. La philosophie, c'est pas le management, c'est tout à fait toute autre chose, c'est pas le design. Et par conséquent, il faut que je vous explique comment ça ne va pas de soi pour moi de parler devant un public comme le vôtre, sans doute habitué pour des excellentes raisons à des considérations plus immédiatement pratiques. Alors, qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, c'est mon intérêt pour le commerce. Au sens le plus fort du terme, je pense que le commerce est d'abord le commerce intellectuel, le commerce affectif, le commerce humain, avant d'être un commerce rentable. C'est aussi mon refus de la condamnation beaucoup trop facile qui s'exerce du consumérisme. Je trouve que rien n'est plus bête que cette idée que c'est mal le consumérisme. Nous sommes tous des consommateurs et nous sommes décidés à le rester. Simplement, nous voulons être des consommateurs éclairés, qui ne renient pas leurs achats et qui ne se sentent pas dégradés par eux. Donc, il y a consommation et consommation. Et puis, un autre intérêt qui me motive, c'est mon intérêt pour l'ornement, qui, à certains égards, pourrait apparaître comme un autre nom du design, comme un ancêtre du design, du moins si l'on en croit Hall Foster, dont vous avez sans doute lu ce petit livre que je trouve très stimulant, encore que, bon, à certains moments, sans doute assez agaçant pour vous, Design and Crime,
un livre dans lequel il se réclame très directement de l'ornement, puisque il se réclame dans son titre même d'un ouvrage d'Adolphe Loos qui s'intitulait en 1908 Crime et ornement, et qui déjà dénonçait l'ornement dans une très célèbre formule, une très célèbre formule que vous connaissez sans doute, et qui est la suivante: l'évolution de la culture va dans le sens de l'expulsion de l'ornement hors de l'objet d'usage. Il ne visait pas seulement l'ornement classique, ou l'ornement baroque, il visait également l'ornement du mouvement de Stil, du mouvement du Bauhaus avant la lettre, tout ce qui allait se multiplier. Et alors, bien sûr, il me semble qu'il y a un rapport entre le design et l'ornement qui n'est pas simple. Simplement, il faut savoir qu'à l'origine, ornement, ornatus, sive ordinatus, l'ornement à l'origine, c'était le style architectural. Il y avait des ornements doriques, ioniques et corinthiens, et l'ornement visait précisément à non pas rendre beau la chose qui l'ornait, mais au contraire à s'y adapter. Donc il n'avait pas un rôle d'enjolivement, mais elle avait un rôle de structuration et de remodelage. D'autre part, c'était une inventivité aux antipodes de l'application mécanique de stéréotypes. Et par exemple, on a récusé tous les manuels d'ornement comme étant des manuels qui donneraient des recettes. Ils pouvaient donner des idées, mais non pas des recettes. Et enfin, l'ornement a été senti comme une tentative proprement humaine pour témoigner de la force d'inventivité de l'ingenium, de l'esprit humain, dans son exploration du donné. Alors, je reviens à la question que j'ai posée avec Adolphe Loos: comment distinguer le bon et le mauvais ornement, le bon et le mauvais design? On sait la force qu'eut jusqu'aux années 70 la distinction entre culture highbrow, la culture distinguée, et d'autre part la culture lowbrow, la culture populaire, qui ne recouvrait en aucune manière une simple distinction de classe sociale, aristocratique, bourgeoise et prolétaire, et semblait un signe très grand de progrès de la démocratie. Maintenant, est-ce que cette distinction entre deux types de culture, highbrow et lowbrow, aurait disparu avec l'émergence d'un goût indistingué, le no-brow, pour reprendre le titre d'un ouvrage de John Seabrook paru en 2000 et significativement intitulé Culture du marketing et marketing de la culture. Classe sociale et culture de classe tendraient à disparaître, et la seule question serait devenue: est-ce que cela se vend? Bon, autant les analyses de Seabrook, dont je parle dans Culture du marketing, marketing de la culture, sont concrètes et sont concrètement intéressantes, autant ses conclusions sont suspectes, comme le montre d'ailleurs Hall Foster dans son livre Design and Crime que je viens de citer. Hall Foster n'évoque pas l'acte esthétique. Ce que j'appellerais l'acte esthétique, je vais venir très vite à cette définition. Mais c'est bien de lui qu'il s'agit lorsqu'il insiste sur la nécessité de renouer avec ce sens politique de l'autonomie et de la transgression artistique. L'art comme transgression, c'est, me semble-t-il, ce que nous a admirablement montré tout à l'heure Édouard François. Il s'agit de renouer avec ce sens politique de l'autonomie et de la transgression artistique, avec ce sens dialectique de la disciplinarité critique et de sa contestation. Et enfin, il s'agit d'offrir à la culture un nouvel espace de jeu. Or, ça m'avait beaucoup frappé, Lacan avait déjà défini la sublimation, le fait même de créer, de produire, comme un champ de détente permettant non seulement au sujet, mais à la collectivité d'inventer sa liberté. Encore une fois, toute la difficulté de comprendre la différence entre un design qui fait penser est actuelle et ne fait pas que répéter au hasard des formes convenues, un design adapté au public, à ses besoins, à ses exigences, à son porte-monnaie, et un pseudo-design
non pensé pour lui-même, inactuel, cabotin, racoleur. Alors, j'en viens à votre question. Pourquoi et comment ai-je été conduite à parler d'acte esthétique et à en faire un concept clé de l'esthétique? Bien, isoler l'acte esthétique, ça n'allait aucune manière de soi. En fait, j'étais en colère contre 3 thèses qui me semblaient accréditées sans véritable examen, 3 thèses de l'esthétique qui me semblaient devoir systématiquement réviser. Ces 3 thèses sont les suivantes. La première, c'est celle de la passivité, contre laquelle j'ai inventé l'acte esthétique. La thèse de la passivité, jointe à celle de l'ignorance, n'est-ce pas, point besoin d'effort ni d'apprentissage pour sentir, le travail esthétique, ce que j'appelle le travail esthétique, est nié comme tel. Et il m'a semblé que face à cette idée d'une passivité, d'une réceptivité pure, il fallait prendre des distances, ne pas nier bien sûr qu'il y ait de la réceptivité, mais comprendre comment la réceptivité s'organisait par justement un acte qui en est le principe. Deuxième thèse qui me semblait devoir mettre en question, c'est celle de l'instantanéité du travail esthétique. Comme si le travail esthétique, la réaction au design, la réaction à l'œuvre, s'effectuait toujours dans la présence de l'œuvre et se réduisait au jugement. Il me semble qu'il n'en est pas ainsi et qu'il y a tout un travail dans l'imagination, dans le souvenir, qui fait que l'œuvre ne vaut pas sur le moment, et même que très souvent, quand nous voyons un film sur le moment, nous n'en sommes pas tellement frappés, et que c'est seulement avec le temps que nous nous rendons compte que certaines images nous reviennent, nous lancinent et nous appellent à la pensée. Enfin, la troisième thèse que je voulais systématiquement contester, c'était la thèse qu'on appelle en philosophie la thèse de l'hédonisme, c'est-à-dire la thèse du plaisir. Et cette thèse du plaisir me semble, bon, évidemment, je ne dis pas du tout qu'il y ait du plaisir, enfin ça, le problème n'est pas là, mais il m'a semblé que sa systématisation devait être mise en cause dans ces 2 versions, la première morale et la deuxième sociopolitique. La première morale, le travail esthétique ne mériterait pas ce nom, car il appartiendrait à la sphère du divertissement. Bon. C'est ce que j'essayais de dire ce matin quand on a posé la question, mais quelle est l'attente du spectateur? Bon, l'attente du spectateur, peut-être qu'il ne sait pas très bien ce qu'il attend, et peut-être que bon, c'est extrêmement important pour nous d'explorer le monde, de le découvrir, et on ne peut le découvrir que par du travail. Bon. Et donc, réduire ça à un divertissement facile et superficiel serait évidemment, et est évidemment, montrer peu de respect à l'égard d'autrui, à l'égard de la collectivité, et je rappellerai cette formule de Lacan que j'ai toujours, pour ma part, pris pour devise, le sujet ne fonctionne qu'à être respecté. Hein. Il faut respecter l'autre, le présumé consommateur, et il faut essayer de s'attacher à lui, n'est-ce pas, et de lui faire crédit. Deuxième version de cette thèse de l'hédonisme, c'est sa version sociopolitique, c'est-à-dire que finalement le goût ne serait l'apanage que d'une classe opulente et oisive, et par conséquent ne pourrait pas l'être du vulgum pecus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai considéré l'acte esthétique comme un opérateur essentiel de la civilisation? C'est ma troisième et dernière question à laquelle je voudrais répondre. Cela n'étonnerait pas, en Extrême-Orient par exemple, où règle une véritable culture de la sensation et du geste. Mais cela peut sembler une sorte de provocation de notre tradition occidentale, chrétienne et philosophique, où se manifeste une méfiance invétérée à l'égard du sensible, et partant à l'égard de ce sensible à deuxième puissance qu'est le sensible esthétique, hein, un sensible non utilitaire, un sensible contemplé. Sans doute, d'Origène à Saint-Augustin et à Ignace de Loyola s'est développée une théorie très fine des sens spirituels et des exercices spirituels auxquels s'attache Xavier Pavie, calqués sur les 5 sens charnels dont ils constituent la sublimation. Hein. On peut atteindre Dieu par une ouïe sublimée, par une vue sublimée, par un goût sublimé, par un tact sublimé ou par une olfaction sublimée. Les 5 sens entrent dans la connaissance de Dieu à partir du moment où on arrive à les sublimer.
Ce sont donc les 5 sens sont des voies d'accès vers le Seigneur, lui-même doté d'un visage, d'une voix, d'une saveur, d'un parfait et d'un toucher immatériel. Mais cette montée spirituelle est rarement suivie d'une redescente dans le sensible, car l'expérimentation de Dieu l'emporte sur celle des œuvres. Or, c'est cette expérimentation dans le sensible avec laquelle je voudrais renouer et renforcer finalement en Occident une tradition qu'on trouve très vive en Orient, en Chine, au Japon, en Inde. Alors, on a parlé sans doute d'actes esthétiques avant moi, mais fugitivement. Je suis certainement la première à en faire la théorie pour dénoncer la théorie ambiante de la pure réceptivité ou de la pure passivité esthétique. Je le définirai de la façon suivante. L'acte esthétique répond à la provocation du monde. Le monde est ma provocation, comme le disait Bachelard. Le monde me provoque. L'acte esthétique répond à la provocation du monde. Et il implique une décision qui est plus ou moins consciente, par laquelle je m'utilise moi-même pour m'exposer à l'altérité, pour exposer mon altérité interne à l'altérité externe, pour approfondir cette altérité, la retravailler, de manière à produire un senti au 2e degré, imprégné de savoir et d'imagination, et qui devient réel. Comme vous voyez, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il doit y avoir un dédoublement du sujet qui se partage entre un moi que j'altérise, puisque je le traite comme un autre, et d'autre part une conscience observatrice et critique. Je dois joindre l'extrême de la spontanéité à l'extrême de la réflexivité. Il s'agit de sentir ce que je sens et de laisser le sensible non seulement résonner en moi, mais se refaçonner en moi et produire ses effets en moi. C'est comme si j'introduisais en moi le sensible comme un corps étranger et que j'attendais de voir ce qui allait se produire. De là, il y a un certain courage dans l'acte esthétique, puisque je m'expose à l'altérité et que je la laisse fructifier en quelque sorte en moi et me transformer. Alors j'ai essayé de montrer, je vais m'arrêter là, mais j'ai essayé de montrer que l'enjeu de l'acte esthétique était quadruple. Non seulement la réponse à la provocation du sensible, mais la sauvegarde de l'altérité. L'instauration d'un lien substantiel entre les hommes, d'un lien musaïque. Parce que quand nous admirons quelque chose ensemble, quand nous aimons quelque chose ensemble, nous créons du lien entre nous. Et il y a quelque chose de très puissant. Et enfin, comme enrichissement et production du réel. Si l'acte esthétique crée un lien si profond entre les hommes, c'est parce qu'il enrichit le réel. Et alors mon idée, c'est de montrer comment et pourquoi l'acte esthétique se rapporte et s'inspire à la pratique des différents arts pour se rapporter au monde. De fait, l'acte esthétique le poétise et le musicalise. Il jardine le monde et le paysage. Il le peint et il le sculpte. Il l'architecture et le chorégraphie. Voilà, à mon sens, non pas des métaphores vaines, mais le nom d'opérations très rigoureuses, liées à des perspectives et à des problèmes très précis. Voilà, je m'excuse d'avoir été si longue, et je suis avide d'entendre, au contraire, les cadres.